Lecture audio du conte Le jeune géant de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Un paysan avait un fils qui était grand comme le pouce et qui ne devint pas plus grand que cela. En l'espace de plusieurs années, il ne grandit pas de la largeur d'un cheveu. Un jour que le paysan s'apprêtait à aller au champ pour labourer, le petit lui dit « Père, je veux venir avec toi. »« Tu veux venir avec moi ?» s'étonna le père. « Reste donc ici. Là-bas, tu ne me seras d'aucune utilité. Je risquerais de te perdre. » Pouceau se mit alors à pleurer et, pour avoir la paix, le fourra dans sa poche et le prit avec lui. Il en ressortit une fois dehors, dans le champ, et il le posa dans un sillon fraîchement tracé. Tandis qu'il était assis là, arriva un grand géant qui descendait de la montagne. « Vois-tu le grand croque-mitaine là-bas » dit son père, voulant effrayer le petit pour qu'il soit sage. « Il vient te chercher pour t'emmener avec lui. » Le géant, avec ses grandes jambes, fut près du sillon en quelques pas. Il souleva Pouceau précautionneusement entre deux doigts, l'observa et partit en l'emportant, sans dire un mot. Son père se tenait à côté, muet de peur, persuadé que son enfant était perdu et qu'il ne le reverrait plus jamais. Mais le géant l'emporta chez lui et lui fit téter son sein, si bien que Pouceau se mit à grandir et qu'il devint grand et fort, à la manière des géants. Au bout de 2 ans, le vieux géant l'emmena avec lui dans la forêt, et pour l'éprouver, il lui dit « Arrache une baguette. » Le garçon était déjà si fort qu'il arracha un jeune arbrisseau avec ses racines. Mais le géant lui dit « Il faut que tu fasses mieux que cela. » Il le reprit avec lui et l'allaita encore pendant 2 ans. Quand il l'éprouva de nouveau, sa force avait tant augmenté qu'il était capable de déraciner un vieil arbre. Ce n'était toujours pas suffisant pour le géant, qui l'allaita encore pendant 2 ans. Et quand il l'emmena de nouveau dans la forêt avec lui, et qui lui dit « Allez maintenant, arrache une vraie baguette !» Le garçon arracha le plus gros chêne, et c'était pour lui un jeu d'enfant. « Cela suffit à présent, dit le géant, tu as fini d'apprendre. » Et il le ramena dans le champ où il l'avait pris. Tandis que son père se tenait derrière sa charrue, le jeune géant s'approcha de lui et dit « Regardez, père, l'homme que votre fils est devenu. » Le paysan prit peur et dit « Non, tu n'es pas mon fils, je ne veux pas de toi, laisse-moi tranquille. »« Mais si, je suis votre fils. Laisse-moi travailler, je sais labourer aussi bien que vous et même mieux. »« Non, non, tu n'es pas mon fils, et tu ne sais pas non plus labourer, va-t'en. » Mais comme il avait peur de ce grand bonhomme, il lâcha la charrue, recula et alla s'asseoir au bord du champ. Le garçon prit alors le harnais et n'appuya dessus que d'une seule main, mais la pression était si forte que la charrue s'enfonça profondément dans la terre. Le paysan ne pouvait regarder cela sans réagir, et lui dit « Si tu veux labourer, tu ne dois pas appuyer aussi fort, sinon cela fait du mauvais travail. » Cependant le garçon détela les chevaux, se mit à tirer la charrue lui-même et dit « Rentrez donc à la maison, père, et dites à ma mère de préparer un grand plat de nourriture. Pendant ce temps-là, je vais retourner le champ. » Le paysan rentra donc chez lui et demanda à sa femme de préparer à manger. Quant au garçon, il laboura le champ tout seul, alors qu'il était grand de 2 ouvrés, puis il s'attela lui-même à la herse et hersa tout le champ avec 2 herses en même temps. Quand il eut terminé, il se rendit dans la forêt et arracha 2 chênes qu'il mit sur ses épaules, et il posa une herse à chaque extrémité de l'un, et un cheval à chaque extrémité de l'autre. Puis il porta le tout chez ses parents aussi facilement que si c'eût été une botte de paille. Quand il entra dans la cour, sa mère ne le reconnut pas et dit « Qui est cet homme immense et effrayant ?»« C'est notre fils, » répondit le paysan. « Non, dit-elle, ce n'est plus notre fils. Nous n'en avions pas d'aussi grand. Le nôtre était un petit bout. »« Va-t'en, nous ne voulons pas de toi, cria-t-elle dans sa direction. Le garçon ne dit mot. Il ramena ses chevaux à l'écurie, leur donna de l'avoine et de la paille, tout comme il faut. Quand il eut terminé, il entra dans la pièce, s'assit sur le banc et dit « Mère, j'aimerais bien manger à présent. Est-ce bientôt prêt ?» Elle acquiesça et apporta 2 grands plats remplis, qui auraient suffi à les nourrir, elle et son mari,
pendant 8 jours. Mais le garçon les vida à lui tout seul, et demanda si elle n'avait rien de plus à lui servir. « Non, répondit-elle, c'est tout ce que nous avons. »« Ce n'était qu'un amuse-gueule, il m'en faut davantage, dit-il. » Elle n'osa pas s'opposer à lui, et alla poser sur le feu une grande marmite remplie de viande de porc. Puis, lorsque celle-ci fut cuite, elle la lui apporta. « Enfin, voilà encore quelques morceaux, » dit-il avant d'avaler le tout. Mais ce n'était toujours pas suffisant pour apaiser sa faim. Il dit ensuite « Père, je vois bien que je ne mangerai pas à ma faim chez nous. Si vous me procurez une barre de fer qui soit solide et que je puisse pas briser sur mon genou, je partirai de par le vaste monde. » Le paysan se réjouit en entendant cela. Il attela ses 2 chevaux à la charrette et s'en fut chez le forgeron chercher une barre de fer si longue et si épaisse que ses chevaux étaient tout juste capables de la tirer. Le garçon prit la barre et crac, il la brisa en 2 sur son genou, comme si c'eût été une tige de haricot, puis il la jeta par terre. Le père attela 4 chevaux à sa charrette et alla chercher une barre si grande et si longue que les 4 chevaux pouvaient tout juste la tirer. Le garçon brisa cette barre aussi sur son genou, puis il la jeta par terre en disant « Père, celle-là ne me servira à rien non plus. Vous devez atteler plus de chevaux à la charrette et aller chercher une barre plus solide. » Le père attela donc 8 chevaux et alla chercher une barre si longue et si épaisse que les 8 chevaux pouvaient tout juste la tirer. Mais son fils la prit dans ses mains, il en cassa tout de suite un morceau, en haut, et dit « Père, je vois que vous n'êtes pas capable de me fournir une barre comme celle qu'il me faut. Je ne resterai pas chez vous plus longtemps. » Il partit donc et se fit passer pour un compagnon forgeron. Il arriva dans un village où vivait un forgeron qui était un grippe-sous. Il ne se réjouissait du bonheur de personne et voulait tout avoir pour lui tout seul. Le garçon entra dans sa forge et lui demanda s'il n'avait pas besoin d'un compagnon. « Si, » répondit le forgeron. Il le regarda et se dit « Voilà un gars sérieux. Il battra bien le fer pour gagner son pain. »« Que veux-tu comme salaire ?»« Je n'en veux aucun, » dit le garçon. « Mais tous les 15 jours, quand les autres compagnons toucheront leur salaire, je te donnerai 2 coups que tu devras supporter. » Le grippe-sous s'en réjouit de tout son cœur, pensant faire ainsi de grandes économies. Le lendemain matin, le compagnon étranger devait battre le fer le premier, mais quand le maître apporta la barre de fer chauffée à blanc et que le garçon donna le premier coup de marteau, le fer se fendit et l'enclume s'enfonça dans le sol, si profondément qu'il ne parvint pas à l'en ressortir. Le grippe-sous se mit en colère et dit « Qu'est-ce qui te prend ? Je n'ai pas besoin de toi. Tu cognes d'une façon bien trop brutale. Combien veux-tu pour le coup que tu viens de donner ?»« Je veux seulement te donner une petite pichenette, rien de plus. » Le garçon leva son pied et lui donna un coup qui l'envoya par-delà 4 charretées de foin. Il choisit ensuite la plus grande barre de fer qu'il put trouver dans la forge, la prit dans sa main en guise de bâton et repartit. Quand il eut cheminé pendant un moment, il arriva près d'une ferme appartenant à un vaste domaine et demanda à l'intendant s'il n'avait pas besoin d'un grand valet. Celui-ci lui dit « Oui, il m'en faudrait un. Tu m'as l'air d'un gars sérieux qui est déjà capable de quelque chose. Quel salaire veux-tu par an pour ton travail ?» Il répondit de nouveau qu'il n'exigeait aucun salaire, mais que tous les ans, il donnerait à l'intendant 3 coups que celui-ci devrait supporter. Cela plut à l'intendant, car c'était aussi un grippe-sous. Le lendemain matin, les valets devaient se rendre dans la forêt. Les autres valets étaient déjà debout, mais le grand valet était encore dans son lit. L'un des valets lui cria « Lève-toi, c'est l'heure, nous allons dans la forêt et tu dois venir avec nous. »« Oh, répondit-il d'un ton bourru et obstiné, vous n'avez qu'à y aller. De toute façon, je serai de retour avant vous tous réunis. » Les valets allèrent trouver l'intendant et lui racontèrent que le grand valet était encore au lit et qu'il ne voulait pas aller avec eux dans la forêt. L'intendant leur répondit de le réveiller une nouvelle fois et de lui ordonner d'atteler les chevaux. Mais le grand valet leur répondit comme avant. « Allez-y donc. De toute façon, je serai de retour avant vous tous réunis. » Il resta encore 2 heures au lit, puis il se leva enfin et commença par aller chercher 2 boisseaux de pois au grenier pour s'en préparer une purée qu'il mangea tranquillement. Lorsqu'il eut terminé, il attela les chevaux et partit dans la forêt. Non loin de celle-ci, il y avait un chemin creux qu'il devait emprunter. Il fit passer sa charrette,
Puis il arrêta les chevaux, retourna lui-même en arrière, et fit un grand abatis derrière la charrette en entassant les arbres et les feuillages, de sorte qu'il était impossible à un cheval de passer. Quand il arriva aux abords de la forêt, les autres valets en sortaient justement, avec leurs charrettes chargées, et s'apprêtaient à rentrer. Il leur dit « Rentrez, de toute façon je serai de retour à la maison avant vous. » Il ne s'enfonça pas du tout profondément dans la forêt, déracina aussitôt 2 des plus grands arbres, les jeta sur sa charrette et fit demi-tour. Lorsqu'il arriva près de l'abatis, les autres y étaient encore et ne parvenaient pas à le franchir. « Vous voyez bien, leur dit-il, si vous étiez restés avec moi, vous seriez rentrés à la même heure à la maison, et vous auriez pu dormir 1 heure de plus. » Il voulut alors avancer, mais ses chevaux ne pouvaient franchir l'abatis. Il les détela donc, les mit dans la charrette, prit lui-même le timon et, oh hiss, il tira le tout à travers l'abatis, comme s'il transportait un chargement de plumes. Une fois de l'autre côté, il dit aux autres « Vous voyez bien que je suis passé plus vite que vous de l'autre côté. » Et il poursuivit son chemin, les abandonnant là. Quand il fut dans la cour de la ferme, il prit l'un des arbres dans sa main et le montra à l'intendant en disant « N'est-ce pas là une belle bûche ?» L'intendant dit alors à sa femme « C'est un bon valet, même s'il dort longtemps, il est de retour avant les autres. » Il passa ainsi 1 année au service de l'intendant. Quand celle-ci fut écoulée et que les autres valets reçurent leur salaire, il dit que le moment était venu pour lui aussi d'aller chercher le sien. Cependant l'intendant redoutait les coups qu'il devait recevoir et le supplia de lui en faire grâce. Il aimait mieux devenir grand valet à sa place. Quant à lui, il deviendrait intendant. « Non, dit le valet, je ne veux pas devenir intendant. Je suis grand valet et je désire le rester, mais je veux distribuer ce qui est dû. » L'intendant était prêt à lui donner tout ce qu'il exigerait, mais il n'y avait rien à faire. Le grand valet dit non à tout. Ne sachant plus comment se tirer d'affaire, l'intendant lui demanda de lui laisser 15 jours de délai afin de réfléchir à quelque chose. Le grand valet répondit qu'il lui accordait ce délai. L'intendant réunit tous ses commis aux écritures afin qu'ils se concentrent et lui donnent un conseil. Les commis réfléchirent longtemps et lui dirent finalement que, face au grand valet, personne ne pouvait être sûr d'avoir la vie sauve, car il écraserait un homme comme si c'était un moustique. L'intendant devait lui ordonner de descendre dans le puits pour le nettoyer et, quand le valet serait en bas, il ferait rouler vers le puits une des meules qui se trouvait là et la lui jeterait sur la tête. Et ainsi, il ne remonterait pas à la lumière du jour. Ce conseil plut à l'intendant, et le grand valet fut d'accord pour descendre dans le puits. Lorsqu'il fut au fond, les autres firent rouler la plus grosse meule dans le puits, et il pensait lui avoir ainsi écrasé la tête. Mais il leur cria « Chassez donc les poules qui courent près du puits. Elles grattent le sol là-haut et m'envoient du sable dans les yeux, si bien que je n'y vois rien. » « Allez, oust !» fit alors l'intendant en faisant semblant de chasser les poules. Lorsqu'il eut terminé son travail, le grand valet sortit du puits en disant « Regardez un peu le beau collier que j'ai autour du cou. » Et c'était la meule de pierre qu'il portait autour du cou. À présent, le grand valet voulut prendre son salaire, mais l'intendant le pria une nouvelle fois de lui donner 2 semaines de réflexion. Les commis se réunirent et lui conseillèrent d'envoyer le grand valet au moulin ensorcelé, pour y moudre du grain pendant la nuit. Nul homme n'en était encore ressorti vivant le lendemain matin. Le conseil plut à l'intendant, qui appela le grand valet le soir même, et lui ordonna d'emporter 8 maltres de grain et de les moudre la nuit même. Ils en avaient besoin. Le grand valet monta au grenier et mit 2 maltres dans sa poche droite, 2 dans sa poche gauche. Il en mit 4 dans un sac qu'il hissa sur son épaule, en portant la moitié sur le dos et la moitié sur la poitrine. Et ainsi chargé, il prit le chemin du moulin ensorcelé. Le meunier lui dit que, pendant la journée, il pourrait parfaitement moudre son grain, mais pas pendant la nuit, car alors le moulin était ensorcelé et ceux qui y étaient entrés, on les avait retrouvés morts le lendemain matin. Le valet lui dit « Je parviendrai bien à m'en sortir, laissez-moi et allez vous coucher. » Sur ces mots, il entra dans le moulin et versa son gré dans la trémie. Vers 11 heures, il se rendit dans la salle du trémie et s'assit sur le banc. Après qu'il fut resté assis un moment, la porte s'ouvrit tout à coup, et une grande table, mais grande,
entra dans la pièce, et du vin, un rôti et toutes sortes de victuailles vinrent s'y poser d'eux-mêmes, car il n'y avait personne pour faire le service. Ensuite des chaises s'approchèrent de la table, mais il ne vint personne, jusqu'à ce que le voilet voie soudain des doigts manipuler les couteaux et les fourchettes et poser de la nourriture dans les assiettes. Mais hormis cela, il ne voyait rien. Comme il avait faim et qu'il voyait tous ces mets, il s'installa à la table, lui aussi, et mangea de bon appétit. Lorsqu'ils furent rassasiés et que les autres, eux aussi, eurent vidé leurs assiettes, on souffla soudain les bougies, et il l'entendit très distinctement. Puis quand il fit nuit noire, il reçut comme une gifle au visage. « Si cela se reproduit, je le rendrai, » dit-il alors. Et quand il reçut une deuxième gifle, il répliqua aussitôt. Et cela continua ainsi toute la nuit. Il ne se contentait pas de prendre des coups, mais il ripostait de plus belle, ni une ni deux, donnant des coups autour de lui. Mais à l'aube, tout s'arrêta. Quand le meunier se leva, il voulut aller prendre des nouvelles du valet, et fut étonné de le voir encore en vie. Celui-ci lui répondit. « J'ai mangé mon comptant, on m'a donné des gifles, mais moi aussi j'en ai distribué. » Le meunier se réjouit et lui dit que, désormais, le moulin était délivré, et il voulait lui donner de l'argent en guise de récompense. Le valet lui répondit cependant. « De l'argent, je n'en veux pas, j'en ai déjà bien assez. » Il hissa ensuite sa farine sur son dos, rentra chez lui, et dit à l'intendant qu'il avait accompli sa tâche, et qu'il voulait à présent le salaire qui lui revenait. À ces mots, l'intendant se mit vraiment à avoir peur. Il se mit à aller et venir dans la pièce sans parvenir à se ressaisir, et la sueur dégoulinait de son front. Il ouvrit la fenêtre pour faire entrer de l'air frais, mais avant même qu'il ne s'en rende compte, le valet lui donna un coup de pied qui le propulsa à travers la fenêtre, si bien qu'il s'envola dans les airs, loin, très loin, jusqu'à ce qu'on le perde complètement de vue. Le grand valet dit alors à la femme de l'intendant. « S'il ne revient pas, c'est à vous que je devrais donner le deuxième coup. »« Non, non, je ne pourrais le supporter, s'écria-t-elle, en ouvrant l'autre fenêtre, parce que des gouttes de sueur dégoulinaient le long de son front. Il lui donna alors un coup de pied qui l'envoya dehors, elle aussi, mais comme elle était plus légère que son mari, elle s'envola encore bien plus haut que lui. « Viens donc me rejoindre » lui cria son mari, mais elle lui répondit. « Viens me rejoindre, toi, tu vois bien que je ne peux pas venir te rejoindre. » Et ils restèrent ainsi, planant dans les airs, sans que l'un puisse aller rejoindre l'autre. Et j'ignore s'ils planent encore. Quant au jeune géant, il prit son bâton et poursuivit son chemin. Fin de la lecture du conte Le jeune géant. Merci de votre écoute, je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.